Aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à une crise des soins de santé. Les coûts médicaux sont trop élevés et l'assurance maladie est hors de portée des pauvres. La solution est évidente pour presque tout le monde. Le gouvernement doit intervenir pour résoudre le problème. Il y a 80 ans, on a également dit aux Américains que leur nation était confrontée à une crise des soins de santé. À l'époque, on se plaignait que les coûts médicaux étaient trop bas et que l'assurance maladie était trop accessible. Mais à cette époque aussi, le gouvernement a pris les devants pour résoudre le problème. Et il l'a fait. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'une des principales sources de soins de santé et d'assurance maladie pour les travailleurs pauvres en Grande-Bretagne, en Australie et aux États-Unis était la société fraternelle. Les sociétés fraternelles, ou sociétés amicales en Grande-Bretagne et en Australie, étaient des associations volontaires d'entraide. Plus d'un quart de tous les adultes américains étaient membres de sociétés fraternelles en 1920. Les sociétés fraternelles étaient particulièrement populaires parmi les Noirs et les immigrants. Une société fraternelle était un groupe de personnes de la classe ouvrière qui formaient une association et versaient des cotisations mensuelles dans le fonds de l'association. Les membres individuels pouvaient ensuite puiser dans les ressources mises en commun en cas de besoin. Il y avait un grand nombre de sociétés parmi lesquelles choisir. Les services les plus couramment proposés étaient l'assurance vie, l'assurance invalidité et la pratique de la loge. La pratique de la loge signifie que la loge engage un médecin pour fournir des soins médicaux à ses membres. Les membres paient une cotisation annuelle et font ensuite appel au service du médecin en cas de besoin. Si les membres ne sont pas satisfaits du médecin, le contrat peut ne pas être renouvelé. Le plus remarquable est le faible coût auquel ces services médicaux étaient fournis. Au début du siècle, le salaire journalier d'un ouvrier moyen permettait de payer une année de soins médicaux, bien moins cher que sur le marché ordinaire. Pourtant, les médecins agréés se disputaient vigoureusement les contrats de loge, peut-être en raison de la sécurité qu'ils offraient. Cette concurrence permet de maintenir les coûts des membres à un bas niveau. La réaction de l'establishment médical, tant en Amérique qu'en Grande-Bretagne, est une réaction d'indignation. Beaucoup considèrent comme une atteinte à la dignité de la profession le fait que des médecins qualifiés se mettent à enchérir pour avoir la chance de servir des commerçants de la classe inférieure. De nombreux médecins se plaignent que des honoraires aussi bas mettent la profession médicale en faillite. Des personnes socialement inférieures fixaient les honoraires des médecins et jugeaient si leur service avait été satisfaisant. Ils ont exigé que le gouvernement fasse quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. En Grande-Bretagne, les soins médicaux financés par l'État ont évincé la pratique en loge. Une personne de la classe ouvrière, désormais contrainte de payer des impôts pour des soins de santé gratuits, était très peu susceptible de payer également des soins de santé par l'intermédiaire des sociétés fraternelles. En Amérique, un processus similaire s'est déroulé. Les associations médicales comme l'AMA avaient obtenu le privilège politique de contrôler la procédure d'autorisation d'exercer la médecine. Les associations utilisaient ce pouvoir pour imposer des sanctions aux médecins qui osaient signer des contrats d'exercice en loge. Les médecins pouvaient se voir refuser l'utilisation des installations hospitalières ou être expulsés de l'association. La volonté de détruire la pratique des loges va jusqu'à refuser les soins médicaux d'urgence aux membres des loges. L'AMA a également rendu les conditions d'obtention d'une licence médicale beaucoup plus strictes, prétendument pour améliorer la qualité des soins médicaux. Mais le résultat a été la disparition de l'immense réservoir de médecins qui soumissionnaient pour les contrats de pratique des loges. Cette restriction artificielle de l'offre de soins médicaux a considérablement réduit la concurrence, ce qui a entraîné une hausse des prix. Les membres de la loge issus de la classe ouvrière ont été particulièrement touchés. Le coup de grâce à la pratique en loge a été porté par les sociétés fraternelles elles-mêmes. Le National Fraternal Congress a réussi à faire pression sur le gouvernement pour obtenir des lois fixant un minimum légal pour les frais d'adhésion que les sociétés fraternelles pouvaient demander. Le Congrès a peut-être agi ainsi dans l'espoir de bénéficier d'un cartel de prix. Mais grâce aux cotisations plus élevées, les sociétés ont fini par perdre encore plus de membres au profit des compagnies d'assurances industrielles et de l'État-providence qui ont fini par les remplacer. Collectivement, les interventions gouvernementales ont détruit le système de soins de santé et d'entraide et, avec lui, la disponibilité des soins de santé à faible coût pour les travailleurs pauvres. Nous ne pouvons que deviner comment la pratique des loges se serait développée si on l'avait laissé se poursuivre et quelles innovations nous avons manqué depuis que la concurrence dans le monde médical a été instaurée. Une chose semble claire, si nous connaissons aujourd'hui une crise des coûts des soins de santé, c'est parce que le gouvernement a résolu la dernière crise.